Nous allons pouvoir commencer maintenant le webinaire numéro 6 de cette année. Ce sera le dernier webinaire de l'année et nous ne manquerons pas de revenir l'année prochaine pour de nouveaux sujets. Donc nous voilà partis dans le processus de création des images précalculées à Light & Shadows. Tout d'abord, à propos de Light & Shadows, ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on maîtrise les technologies 3D. Il y a plusieurs technologies qu'on va pouvoir utiliser au sein de Light & Shadows, notamment pour le marketing, la communication. On va pouvoir créer des images précalculées, des beauty shots et des images photoréalistes comme on va le voir ici, mais aussi, on fait aussi en production des applications VR, AR, réalité augmentée, réalité virtuelle, des applicatifs 3D, ça peut être pour de la formation, etc. Donc on a un panel assez large. Concernant moi-même, je suis Guillaume Garnereau, ça fait maintenant 10 ans que je suis à Light & Shadows, expert en infographie 3D, notamment sur la création d'images précalculées, voilà, et aussi maintenant chef de projet. Donc, à propos de notre webinaire d'aujourd'hui, en fait, ça va porter sur le dernier Falcon 10X qui est sorti cette année au mois d'avril-mai. Faut savoir que Light & Shadows travaille maintenant depuis plus de 10 ans aussi avec Dassault Aviation pour la sortie de tous les jets privés, et notamment l'e-reveal, c'est-à-dire la présentation au grand public. Donc nous intervenons dans ces projets-là sur la création des images. Ça va de l'image en extérieur en vol, intérieur, visite guidée 3D avec des 360 et même des images du cockpit qui vont servir directement à la communication sur des salons ou même en interne. Et même à la présentation en direct sur YouTube, comme vous avez pu le voir certains, c'est possible. Concernant notre processus de travail à Light & Shadows pour créer ces images-là, il y a plusieurs étapes. Les premières étapes sont souvent liées à l'analyse et la réception des données 3D et à la modélisation de ces données. On va voir du coup comment on interprète tout ça, comment on les crée et comment les différentes techniques qu'on utilise pour modéliser les éléments du rendu. On va avoir ensuite une phase de traitement des données 3D, notamment le dépliage. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard, ce qu'on appelle l'unwrapping. En troisième cas, on va avoir ensuite la création des points de vue, c'est-à-dire où est-ce qu'on se positionne à l'intérieur et à l'extérieur, la position même des avions pour avoir la meilleure image et la meilleure intégration possible. La création des maps et des matériaux qui va consister à habiller notre modèle 3D. La gestion de la phase de rendu et l'expertise de la phase de rendu, à savoir comment est-ce que nous on gère la production des rendus même à Light & Shadows, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir créer le plus vite possible, pour pouvoir réaliser ces rendus le plus vite possible, et bien sûr à la fin la phase de post-processing qui va nous permettre de créer la plus belle image possible avec les petits détails qui vont en plus. On va tout de suite commencer par du coup l'analyse des données 3D. Dans ce cas-là, on va recevoir des données 3D, souvent des données CAD, Dassault Aviation. Comme vous le voyez ici, on va avoir déjà l'extérieur et une partie de l'intérieur. Sauf que dans ce contexte de projet-là, on va être amené à modifier ces éléments-là, puisque c'était une phase de concept en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des modifications qu'on va intégrer, on va réajuster l'intérieur de l'avion pour qu'il soit cohérent et en accord avec ce que le design a décidé. Et ensuite, on va venir y faire aussi possiblement des détails. Donc comme vous le voyez ici, on a déjà des éléments, mais en fait, ils ne sont pas tous bons. Et on va devoir nous retravailler ces éléments-là pour créer aussi des modélisations exploitables pour l'imagerie précalculée. Comment on va faire pour créer ces données-là? On va avoir plusieurs méthodes de modélisation. La première, c'est la méthode surfacique. Méthode surfacique sur Alia Studio, qui va nous permettre de créer des surfaces totalement planes ou en parfait accord avec les surfaces d'à côté. On va avoir des reflets parfaits et on va avoir une totale maîtrise de la courbe de chaque surface. Et on va pouvoir aussi rajouter des détails. L'avantage de cette technique de modélisation, c'est qu'elle est basée sur des algorithmes mathématiques, ce qui fait que quand on va créer un congé, on veut exactement la taille du congé, ça va se faire exactement comme on le souhaite. On peut contrôler exactement la taille des éléments qu'on modélise et tout est contrôlé de cette manière-là. Donc on va avoir une modélisation très précise, notamment souvent utilisée pour les éléments dits durs, entre guillemets solides. Donc là vous voyez la carrosserie, les détails dans la carrosserie, et ici l'entrée du futur avion qui a été modifiée plusieurs fois, réintégrée, remodifiée pour avoir le meilleur design possible et la meilleure intégration possible dans notre avion.
La deuxième technique de modélisation va être la modélisation qu'on a appelée polygonale. Alors là, on va, comme vous le voyez, travailler plutôt sur des éléments dits soft, type canapé, type coussin, fauteuil, entre guillemets, tous les éléments qui vont pouvoir se modeler à la main, ou qu'on va pouvoir, par exemple un canapé, lorsqu'on s'assoit, ça prend notre forme. Tous ces éléments-là vont être créés en modélisation polygonale. Alors, les avantages de cette modélisation polygonale, c'est qu'elle va pouvoir être facilement modifiable, donc beaucoup plus souple en termes de modélisation. On va pouvoir créer beaucoup de détails rapidement, notamment là on va pouvoir créer aussi les surpiqûres, on va jusqu'aux surpiqûres des sièges, des fauteuils, des boutons, etc. Et on va pouvoir aussi y créer, si vous voulez, des formes qui ne sont pas régulières, des choses qu'on retrouve dans les éléments type fauteuil, etc. et qui amènent aussi du réalisme. Donc en général, toutes ces pièces-là sont traitées de cette manière-là. Troisième élément de modélisation et dernier, ça va être la modélisation. On a utilisé un logiciel spécifique qui va être principalement utilisé pour ce qu'on appelle les éléments de vie, c'est-à-dire les draps qui viennent se poser sur les fauteuils, les sacs, les coussins, les plaids, etc. Tout ce qui habille, si vous voulez, votre intérieur. Là, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Marvelous et qui est spécialisé dans la physique des drapés, des tissus, des cuirs, etc. Donc, comme vous le voyez, tout à droite, ou tout à gauche pour vous, je ne sais pas. On va un drap qui n'est pas déplié et qui a finalement été lâché physiquement sur le canapé. Lorsqu'on laisse la physique travailler, on se retrouve sur ce type d'élément et là on voit exactement les plis du tissu qui viennent juste ajuster le fauteuil, ajuster le canapé avec tous les plis physiques qui se seraient faits dans la vraie vie. Autre élément, comme vous voyez sur ce sac, la deuxième force de Marvelous, c'est de pouvoir créer, si vous voulez, des patrons comme un modeleur, comme un modéliste, quelqu'un qui vient faire par exemple des habits, des pantalons, des t-shirts. On va pouvoir créer des patrons de cuir, leur assigner des coutures, leur assigner des éléments durs, et en fait avec la physique, on va pouvoir reformer les sacs comme ils seraient dans la réalité. Donc tous ces éléments-là, du coup, ont des propriétés de tombée physique et sont extrêmement réalistes. Lorsqu'on a modélisé tous ces éléments, il y a une phase qui est importante, notamment sur tout ce qui est modélisation surfacique. Cette modélisation surfacique va être exploitable dans un logiciel de rendu seulement si on vient la traiter et en créer ce qu'on appelle des mèches ou des polygones. Ce sont les éléments polygonaux ou mèches qu'on va utiliser et qui sont souvent intégrés dans le logiciel de rendu. Et c'est ça qu'on utilise pour faire ces phases de rendu. Pour ça, on utilise un logiciel qui s'appelle Pixies, qu'on utilise depuis très longtemps maintenant et qui a même été développé en partie à Light & Shadows. Nous avons une totale maîtrise, si vous voulez, des éléments qu'on doit créer, des éléments qu'on doit modifier et traiter par rapport aux besoins. C'est-à-dire, si vous avez besoin de faire une application de réalité augmentée, une application de réalité virtuelle 3D sur iPad, WebGL, XD, etc. On va être capable de connaître exactement le modèle et d'y appliquer les bonnes valeurs pour avoir le plus de détails possible et le plus optimisé possible. Dans ce cas-là, on va utiliser bien sûr le plus de détails possible étant donné que l'image est vouée à être ultra photoréaliste, donc en fait on va la traiter de manière la plus précise possible. Lorsqu'on a importé tous nos éléments, la deuxième phase de traitement des datas va être, si vous voulez, de créer les UV, l'unwrapping. Alors pour vous familiariser un peu avec l'UV, il faut imaginer un canapé de cuir, par exemple. Ce canapé de cuir, à la base, était un cuir à plat. Il a été replié avec des coutures pour englober ce canapé. Et bien nous, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on prend un canapé déjà formé en 3D, dans un modèle 3D, et on vient créer les piqûres et les coupures pour en créer un patron. De cette manière, il va se retrouver à plat et on va pouvoir appliquer ensuite une texture de cuir, une image de cuir dessus et elle va se répéter parfaitement. Pour illustrer ça, on le voit très bien sur cette image-là. Au niveau des fauteuils, comme vous le voyez, on a des carrés qui sont en fait simplement une image avec des petits carrés de couleurs alignés et ces carrés de couleurs viennent épouser exactement la forme de la 3D. Voilà ce qu'on appelle en gros le dépliage UV. Pour l'extérieur, on va utiliser une technique un peu particulière. Comme ce sont des formes un peu complexes d'un point de vue carlingue, on va devoir appliquer ce qu'on appelle des plans peinture qui sont décidés par le client. Pour appliquer ces plans peinture, on a notre modèle complexe 3D et on va utiliser ce qu'on appelle le projection mapping, en gros une map de projection. On va créer un modèle très simplifié de notre avion tout autour et on va utiliser ce modèle qui est lui déplié, plus simplement, exactement comme ce qu'on fait sur l'image d'en bas.
et on va forcer la projection sur notre modèle compliqué. Et on va se retrouver, comme vous le voyez ici, avec notre avion qui est finalement déplié à plat, comme un patron. Une fois qu'on a mis en place tous ces éléments, qu'on a traité bien sûr tous les éléments data avec tous les UV, on va devoir créer les points de vue. Comment ça se passe ces points de vue? On a différents processus de création de points de vue. Sur l'intérieur, en général, c'est réalisé directement avec notre client. On décide des points de vue qui sont les plus intéressants, de manière à créer le plus d'espace possible, intégrer aussi dans notre image de jolies choses à montrer, et les points d'intérêt, bien sûr, notamment là, comme on le voit, ce dining VIP où il y a 4 fauteuils, c'est très important de le montrer, donc ce sont des choses qu'on définit avec notre client. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des avions qu'on a pu créer avec eux, on commence à avoir l'habitude et on commence à connaître aussi les points dont on a besoin. Et bien sûr, ce sont des choses qui reviennent et on sait aussi répondre positivement à une demande ou on sait aussi proposer de nouvelles choses à notre client. Pour le cockpit, il y a souvent des choses techniques à montrer. Donc en fait, on a des vues qui sont en général prédéfinies et on fait aussi quelques vues qu'on appelle... on va dire zoomer pour que tout le monde comprenne, close-up, sur des éléments techniques très importants qui doivent être sur lesquels ils veulent communiquer. Pour l'extérieur, c'est complètement différent. Pour l'extérieur, on va finalement, si vous voulez, avoir des fonds qui sont fournis par nos clients, des fonds qui sont intéressants pour eux, dans lesquels ils veulent mettre en scène leur avion. Et nous, on va venir créer les points de vue de ces avions-là en fonction, bien sûr, de ces fonds en images. Donc là, comme on le voit en bas, on a un fond et nous, on est venu créer une vue de notre avion en 3/4 avant, ou même 7/8 avant, qu'on vient replacer dans notre élément et on a des techniques pour ça, pour le placer parfaitement, pour qu'il soit parfaitement intégré. Une fois qu'on a défini nos points de vue, et c'est grâce à nos points de vue qu'on va pouvoir commencer ce qu'on appelle le lighting, donc en gros la création du studio de lumière, si je peux être plus précis. La création de studio de lumière, bien sûr, elle va être faite par rapport au point de vue. Si on a notre caméra dans un certain angle, on va venir éclairer d'une certaine manière. Bien sûr, on va avoir le soleil qui va venir taper, qui va venir créer des éléments de lumière sur les fauteuils ou ce qu'on veut mettre en valeur. Et donc voilà comment ça se passe en inter. On va venir positionner notre soleil et positionner comme ça des plans qui vont venir mettre en valeur toutes les formes de notre point de vue. On va aussi utiliser ce qu'on appelle des HDRI. On va utiliser en inter des HDRI qui vont créer, si vous voulez, à peu près l'ambiance lumineuse de réflexion, etc., de lumière, de choses qui se réfléchissent dans les éléments pour donner déjà une pré-ambiance. Sur l'extérieur, comme on l'a dit, on a des fonds qui sont prédéfinis. Donc là, on le voit, on a notre fond, on a décidé de la vue avec notre client, on a validé cette vue-là. Et là, on va avoir comme mission, si vous voulez, de coller parfaitement en termes de lumière, en termes d'intensité, de contraste, etc., à notre vue en fond. Donc là, nous, on va être amené à créer des HDRI même, ou du moins récupérer les HDRI et même les modifier pour créer l'ambiance lumineuse parfaite, pour qu'ils soient parfaitement intégrés. Une fois qu'on a créé ces éléments de lighting, les studios extérieurs et intérieurs, comment ça se passe? Il va falloir bien sûr habiller nos éléments 3D. Donc comment on va les habiller? On va créer des matériaux. Alors là, vous avez un panel de matériaux qui peuvent être utilisés notamment sur Dassault. Il y a pas mal d'éléments de luxe, des métaux satinés, des bois, des cuirs, des marbres, des tissus extrêmement travaillés. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour créer un matériau. Comme vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle un cuir quilté, un quilting, qu'on retrouve souvent sur des fauteuils ou même sur des parois. Comment on va créer ça? On a ce qu'on appelle la création de maps. Les maps, c'est ce que vous voyez au milieu, avec tous ces types de couleurs différents. Chaque map, si vous voulez, a comme but de réaliser un élément du matériau. Alors, comment sont définis les éléments de ces matériaux? On va avoir bien sûr la couleur du matériau, notamment le beige, là en l'occurrence. On va avoir le grain du matériau, c'est-à-dire est-ce que c'est du cuir? Lorsqu'on touche un cuir, on a le grain du cuir. Il va falloir, nous, qu'on le recrée, cet élément-là en 3D. On a la réflexion. Ce qu'on appelle la réflexion, c'est quand vous voyez dans un miroir, vous avez la réflexion de vous-même dans ce miroir. Chaque élément a un type de réflexion différent, flou, pas flou, net, etc. On a des maps qui vont créer cet élément-là. Et on a, comme vous le voyez tout en bas, des normal maps. Alors elles ont pour but, si vous voulez, de simuler le quilting. Imaginons que vous avez des bombés et des creux dans le quilting. Eh bien, elle va avoir pour mission de virtualiser dans notre vue ces éléments-là. Donc chaque map ensuite sont intégrés dans notre outil de matériaux et on vient les régler
parfaitement pour que le matériau corresponde exactement aux besoins clients. Bien sûr, lorsqu'on va créer dans ce contexte de projet-là des intérieurs avec énormément de matériaux, il y a des allers-retours qui se font avec des validations de matériaux, des changements de matériaux, puisque aussi il y a des ambiances qui peuvent être amenées à évoluer en fonction du design. Pour l'extérieur, la map principale, on va s'attarder principalement sur une map qui va rebondir sur ce que je vous ai expliqué juste avant sur la création des UV de l'extérieur. Une fois qu'on le voit comme vous avez ici, je pense que vous devez le reconnaître, l'image qu'on a dépliée tout à l'heure, on va créer, si vous voulez, une multitude de détails via une texture à plat 2D qu'on va créer sur Photoshop ou sur un autre logiciel. Et elle va avoir pour but de créer tous les petits détails que vous voyez sur l'image ici, avec les boulons, les pliures, les éléments de carrosserie de boulons qui viennent se figer et qui viennent faire des petites vagues dessus. Et pour ça, on va utiliser aussi la normal map comme vous avez vu juste avant, mais aussi on va venir créer, comme vous l'avez ici, à la main, par-dessus, tous les petits boulons, les petites pliures, etc. Et on va venir appliquer ça. Alors vous allez me dire, oui, on pourrait très bien le faire en 3D. Alors ça pourrait être fait en 3D, mais c'est extrêmement complexe. Ça demande beaucoup de temps de travail. C'est très peu flexible sur la modification si on a besoin. Et surtout, ça nous permet, lorsqu'on modélise, d'avoir une surface complètement plane, d'avoir une surface parfaite. Et quand on applique ces éléments-là, c'est extrêmement optimisé parce qu'on va pouvoir les changer comme on le veut. Et on va pouvoir changer même le plan peinture qu'on a ici, les couleurs, etc., comme on le veut. Chose qu'on ne ferait pas si on devait l'intégrer directement dans la 3D. Donc en fait, ça a pour but d'optimiser déjà nos modèles 3D pour aller plus vite en temps de rendu. Et en plus, c'est extrêmement flexible, on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut. Quand on a réalisé tous ces éléments de matériaux, quand on a réalisé, si vous voulez, les studios de lighting, quand nos scènes sont prêtes, on va falloir qu'on envoie nos rendus, donc qu'on laisse l'ordinateur calculer nos images. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va venir créer l'image physique qui va se passer avec les rebonds de lumière qui vont se créer sur chaque matériau, comment ils réagissent entre eux, et on va avoir comme ça des images photoréalistes. Alors Light and Shadow, ça fait, je pense, plus de 10 ans aussi, parce que quand je suis arrivé, c'était déjà présent. On a mis en place une render farm qui nous sert à calculer tous les rendus de grosses productions, d'animation et même de grosses productions autres qu'on peut faire, comme des configurateurs. Et on a intégré dans notre pipeline ce type de production depuis très longtemps. Pour ce projet-là, on peut aussi choisir différents types de logiciels de rendu. Notamment ici, on a utilisé V-Ray et F-Storm, qui ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. L'avantage, c'est que du coup, on est assez souple sur ces différents éléments et on a une parfaite connaissance du coup des différents réglages qui peuvent s'intégrer sur ces deux logiciels pour avoir le meilleur rendu possible. Donc on va lancer tous ces rendus, et puis une fois qu'on a tous ces rendus, ils sortent. Ça, c'est un rendu brut qui sort de chez nous. On a quand même pour but de sortir de toute façon le plus beau rendu possible en brut. On a pour politique Light and Shadows d'essayer de faire le maximum de détails, le maximum de choses directement intégrées dans le rendu, et on se donne pour objectif que tout ce qui va venir après en post-production va être là pour encore améliorer l'image, mais ce n'est pas, si vous voulez, grâce à ça qu'on a une belle image. Voilà. Donc là, cette image a pour but de montrer, lorsqu'on va passer en post-production, quand même, quelle est la modification qui va s'appliquer. Ici, vous avez une image de base, et nous, on va venir utiliser After Effects pour ajouter un peu de contraste, un peu de profondeur, certains éléments de glow, notamment, on va reproduire ce qui se passe dans un objectif photo, lorsque vous allez prendre par exemple votre photo et que vous avez un point de lumière, ça va faire un léger glow. On va recréer tous ces éléments-là en post-production. Et donc vous pouvez voir en switchant ce qui se passe entre l'ancienne et la nouvelle. Voilà, je vais repasser pour que tout le monde puisse voir. Donc là, on a l'ancienne. Et là, on a la nouvelle. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de changements, mais ces petits changements vont donner énormément d'énergie à l'image, de contraste, et on va même pouvoir venir localiser un point d'intérêt, notamment sur le lit, là où on va pouvoir travailler en 2D aussi, ce qui nous intéresse le plus pour attirer l'œil finalement sur les éléments qu'on veut montrer. Excusez-moi. Quand on va passer en extérieur, on va appliquer des techniques qui sont équivalentes, mais par contre, on ne va pas réaliser les rendus de la même manière. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer un lighting, on va créer des éléments en parfaite adéquation avec le fond.
Mais lorsqu'on va venir plaquer notre image du coup sur l'image décidée, le fond décidé, on va encore retravailler sur After Effects pour encore rajouter cette petite balance de blanc, le petit grain qu'il y a dans l'image qu'on ne peut pas créer directement artificiellement dans le logiciel 3D. On va revenir, si vous voulez, recréer ce petit grain d'appareil photo qui aurait été créé sur l'image de fond fournie par le client pour vraiment s'intégrer parfaitement. On va simuler des éléments de post-production, même des appareils photo, en amenant un sharpen, c'est-à-dire on va natifier les éléments, on va les reflouter. En gros, on va essayer de reproduire physiquement ce qui se passe avec un appareil photo. Et en plus de ça, on va recréer ce qu'on appelle des passes. Alors les passes, c'est-à-dire que ce que vous pouvez voir ici ou ce que vous pouvez voir là, avec les ombres. Des passes, c'est-à-dire en gros sur l'ombre, quelle est l'interaction entre les objets entre eux. On va replaquer ça pour redonner encore de la profondeur à notre image. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les flows, les flares et les glows. Ces éléments-là sont des éléments qui sont, comment dire, réalisés avec les appareils photo quand on a par exemple un très gros point de lumière de soleil qui vient s'appliquer sur un élément de votre photo et vous avez ce retour d'éclat dans la lentille, et bien on va recréer ces éléments-là. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, on va venir appliquer tout ça sous forme de calque, avec le premier calque qui est l'image de fond, en deuxième calque notre avion avec l'ombre, ensuite on sait gérer différents types de calques pour rajouter les petites ombres des roues comme vous le voyez à droite et entre les éléments, et par-dessus même des types d'implémentation de calque pour les glows pour former une image complète. Et quand on a l'image complète, on se retrouve du coup avec l'image de bas, l'image en dessous complète et l'image de haut avec seulement les ombres. Voilà. Et vous pouvez voir ici notre image complète réalisée avec, comme vous le voyez, l'éclat de lumière qui est extrêmement cohérent avec le soleil qui a été intégré dans notre image de fond. Et vous voyez, on vient créer exactement la position du soleil pour que ça reflète exactement. Et les ombres sont créées exactement dans l'axe du soleil pour être le plus intégré possible. Je vous remercie pour votre attention pour ce dernier webinaire de l'année et donc à Light & Shadows vous allez pouvoir ici voir le contact, donc le contact directement Light & Shadows et le mien si vous avez même des questions après le webinaire. Bien sûr on va faire une phase de questions maintenant. Normalement je pense que Chloé a peut-être vous a peut-être dit que vous pouvez poser des questions en amont. On va peut-être passer ces questions là, moi je suis prêt à y répondre maintenant en direct, il n'y a pas de souci. Je laisserai bien sûr défiler quelques images qui ont été réalisées au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez ici, pareil, en contre-jour. Et vous avez tous les éléments de l'intérieur de l'avion. Avec ici l'entrée, avec une place spécifique pour les stewards. Ici, une vue de jour du cockpit. Alors, il faut savoir qu'en fait, en cockpit, on fait souvent une vue de jour et une vue de nuit, vous verrez un peu plus tard. Celle-ci, c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Alors, on a une question sur les avantages et les inconvénients des storms à Light & Shadows. Alors, il faut savoir déjà qu'on a un pipeline de rendu sur V-Ray qui a été extrêmement développé depuis des années et des années. Donc, si vous voulez, quand on va commencer à faire des productions de très grosses quantités, on va être en capacité d'utiliser V-Ray, puisqu'on va pouvoir avoir une réponse extrêmement rapide sur le temps de rendu, notamment grâce à la render farm. S-Storm est un peu plus jeune, il est sorti il y a beaucoup moins d'années, et nous on l'utilise aussi sur de la production de ce type-là, mais il va avoir pour son avantage de calculer des images rapidement. Par contre, chez nous, on n'a pas d'implémentation encore sur une render farm de ce type-là. Donc c'est vrai qu'on va avoir... Spécifiquement chez nous en tout cas, on va avoir des avantages à l'un et des avantages à l'autre et on espère aussi évoluer bien sûr vers les dernières technologies et pouvoir bien sûr faire une render farm aussi de F-Storm potentiellement, puisqu'on s'aperçoit qu'F-Storm a des avantages autres qui nous permettent d'être plus rapides sur certaines choses. Voilà pourquoi on utilise et l'un et l'autre. Là, vous voyez du coup l'image qu'on a vue tout à l'heure, on a vu quand je vous ai parlé des points de vue, c'était le Dining XL, c'était celui-là. C'était ce point de vue-là.
Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure en image 3D et là en image réalisée. Alors, il y a une question sur les logiciels type VRED, de ce type-là. Alors, aujourd'hui, même pour les extérieurs et VRED, on n'arrive pas à avoir la qualité visuelle de ce qu'on arrive à faire sur VRED ou sur FStorm, tout simplement. On a des utilisations de logiciels real-time aussi et autres de ce type-là en ray trace et en path tracing pour les gens à qui ça parlera, notamment sur les rebonds. En fait, c'est quelque chose qui fait référence aux rebonds de lumière, aux rebonds de réflexion dans les intérieurs entre les objets qui créent des pixels du coup de couleur parfaite. VRED aujourd'hui, VRED n'a jamais été spécifiquement utilisé à Light & Shadows. Par contre, on utilise des logiciels comme Unity, comme Unreal, qui font du ray trace aussi, et on est en capacité de répondre avec ces logiciels-là pour ce type de besoin. Maintenant, sur ce besoin-là en particulier, Beauty Shot, etc., nous on cherche toujours le maximum de qualité. Étant donné que FStorm est un moteur dit physico-réaliste, c'est-à-dire qu'il reproduit exactement la physique, qui pourrait se passer dans la vraie vie, eh bien on est directement amené à utiliser ce type de logiciel pour réaliser des images type photoréaliste. Voilà. Donc là, vous avez différentes images de vol aussi. Ici, c'est notre salon général. On fait toujours une vue générale, donc on voit les sièges VIP. Et là, vous avez un deuxième dining qui est collé ce coup-ci, tout simplement parce que sur un des concepts de cet avion-là, si vous avez pu suivre un peu le reveal, et qu'il est modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des petits canapés, des grands canapés, un grand dining ou autre. Voilà pourquoi vous avez parfois différentes vues. Alors, on a une question qui est un petit peu, pour rigoler, touchy sur Unity et Unreal, sur les images photoréalistes Unity et Unreal. Il faut savoir déjà que Unity intègre des moteurs HDRP avec du ray trace et du path tracing, qui va s'apparenter entre guillemets à du photoréalisme. Alors, il faut aussi pas confondre photoréalisme et physico-réaliste. On peut avoir une image photoréaliste sur Unity, on en a déjà fait, et sur Unreal d'ailleurs, encore plus avec Unreal 5 qui vient de sortir et qui permet de faire des choses encore plus poussées et de manière simple. L'image photoréaliste, c'est une image qui a l'air réaliste. C'est pas pour ça qu'elle est physico-réaliste. Il y a des éléments qui sont importants dans le photoréalisme, notamment sur la réflexion des rétroviseurs sur un extérieur de voiture par exemple, ou par exemple vous êtes dans un miroir, vous avez un miroir dans votre avion et puis vous voulez voir la paroi qui se reflète dans le miroir. Bon bah voilà, on va avoir l'impression que c'est réaliste. On va y créer un nombre de rebonds particuliers de réflexion et on va avoir l'impression que c'est réaliste. Ça c'est photoréaliste, ça peut s'apparenter au photoréalisme. Physico-réaliste, ça n'a rien à voir. Physico-réaliste, c'est-à-dire que on applique des notions physiques aux matériaux, aux lumières, etc. Et du coup, la question de savoir si c'est photoréaliste ou pas ne se pose pas, puisque finalement, c'est la vérité. C'est ce qui se passe réellement physiquement dans notre image 3D. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut faire une image photoréaliste avec Unity, avec Unreal. C'est possible. On en a fait avec Tajus et on en fait toujours d'ailleurs. Si vous avez besoin, on pourra aussi vous donner des exemples et vous envoyer des choses. Ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, on est en capacité de le faire. Après, il faut voir avec quelle machine. Et ça, c'est comme n'importe quel logiciel physico-réaliste ou de rendu précalculé finalement. Voilà pour cette question. On a peut-être une autre question ? Un peu comme Octane qui est physico-réaliste. Exactement, un peu comme Octane qui est physico-réaliste. C'est exactement ça. On a Octane, on a Maxwell Render qui est physico-réaliste, on a FStorm, ils sont plusieurs sur le marché. Voilà, la grosse différence avec Unity et Unreal, c'est qu'Unity et Unreal vont simuler ces éléments-là, ils vont aussi vous proposer, si vous voulez, différents stades de physique, de physico-réalisme entre guillemets. On va dire par exemple, oui, je veux mettre un rebond, oui, je veux en mettre deux, je veux en mettre quatre, je veux en mettre cinq, sauf que obligatoirement,
plus on va avancer dans la notion de physico-réaliste et photoréalisme avec Unreal et Unity, plus on va avoir du mal à faire tourner en 3D entre guillemets nos images, ou alors il faut simplement faire une image fixe, attendre que le path tracing se calcule sur Unity par exemple. Une fois qu'il est calculé, on sort une image, et ça c'est ce qu'on sait faire à Light and Shadows aussi, où on sait mixer à la fois le temps réel et à la fois l'image précalculée type path tracing. Je sais pas si d'autres gens ont des questions, peut-être. Alors, là, il y a une question sur l'utilisation d'After Effects pour les images. On a un pipe sur After Effects avec notamment des filtres, des outils, etc. qu'on utilise depuis très longtemps et qu'on connaît. L'avantage aussi d'After Effects, c'est qu'il est capable de traiter plusieurs images en même temps. Il faut savoir, par exemple, sur les images d'intérieur d'avion que vous pouvez avoir, on va avoir un traitement qui est logique et en adéquation avec toutes les images. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement parce que on va pouvoir faire ce qu'on appelle du batch rendering, l'utilisation d'un même fichier pour calculer plusieurs choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire sur Photoshop, ou alors il y a peut-être moyen de le scripter, mais sur Photoshop, il faut ouvrir son image, les modifier, voilà. Autre avantage d'After Effects qui est réalisé, c'est que il faut se rendre compte que sur la création d'images comme ça, nous là vous avez vu plusieurs images, on a créé plus de 35. Donc imaginez si vous avez 20 images d'intérieur à réaliser sur Photoshop et vous voulez vous dire ah bah ouais mais il faut que je retouche, je sais pas moi à la main ou je sais pas, vous voulez retoucher le contraste sur chaque fichier parce qu'il faut qu'ils soient en accord avec tous. Il va falloir à chaque fois remettre à jour la photo, l'image sortie, il va falloir retoucher le contraste sur chaque élément, etc. Si votre client vous dit moi je veux changer le matériau de ce siège là parce que finalement il n'est pas bon, vous allez sortir vos images et vous allez devoir réintégrer dans Photoshop toutes vos images. Sur After, vous avez des badges d'import qui vous permettent de dire bah moi je réimporte l'ancienne image, je réimporte la nouvelle image, etc. Et elle se met à jour tout de suite. Et ça c'est un peu plus simple pour nous de gérer ces éléments là aussi. Je crois qu'on n'a plus de questions, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que ça vous amènera aussi à poser plein d'autres questions à Contact ou même à moi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle fin d'année et de belles vacances de Noël et un beau jour de l'an vu que ça arrive bientôt. Et nous restons à disposition bien sûr pour vos questions et vos besoins clients s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vous remercie, au revoir.